Dans un quartier populaire de Naples, Elena et Lilia grandissent ensemble, liées par une amitié intense, complexe et jalouse. Tandis qu'Elena poursuit des études et cherche à s'élever socialement, Lilia, brillante mais rebelle, reste prisonnière du quartier et de ses violences. Dans son livre L'amie prodigieuse, Elena Ferrante raconte une rivalité nourrie par l'ambition et l'éloignement. Entre Zach et Nicolas, tout n'a pas bien commencé. Leur amitié se forge malgré les mauvaises premières impressions. Elle se construit au fil des semaines, au fil des mois, des épreuves traversées et des mains tendues. Par amitié, Nicolas va suivre Zach au bout du monde. Mais ce qui n'a pas bien commencé, peut-il bien finir ? Vous écoutez Transfert. Ce témoignage a été recueilli par Marie Agassan. On est en 2014, j'ai 18 ans. Je décide de partir vivre à Bordeaux pour faire mes études dans l'hôtellerie. J'arrive dans cette école, je ne connais personne et je rencontre un garçon qui s'appelle Zach. C'est quelqu'un qui est très extraverti, qui rigole très fort. Il essaye d'approcher vraiment individuellement chaque personne pour essayer de les connaître, de faire ami-ami avec eux. Et moi, tout de suite, je suis très réticent face à ce comportement. Cette première année d'études, on est très distants. Il y a des soirées qui sont organisées. Il essaye de m'approcher à plusieurs reprises pendant ces soirées-là. Et j'en ai un petit peu marre que, à chaque soirée, il tente des approches. Je sens qu'il essaye de percer quelque chose en moi, que je suis une des seules personnes qui le résiste, qu'il n'arrive pas du tout à accéder. Et je sens que ça devient un petit peu un jeu, un challenge pour Zach. Je refuse de lui parler parce que sa personnalité ne me revient pas du tout. Je décèle quelque chose qui est malsain. J'ai un peu peur de lui. Je pense qu'il cache quelque chose. À chaque fois qu'il me parle, mon instinct me dit ne le suis pas, c'est pas une bonne personne. C'est quelque chose que je dis à mes copains, j'en parle autour de moi, mais tout le monde me dit que voilà, Zach est quelqu'un de très bien, très gentil, très drôle. Il a de l'argent, il en fait profiter aux autres. La première année, finalement, on se parle pas trop. Je reste sur mes positions. C'est en deuxième année, il revient toujours à la charge, il essaye toujours de m'atteindre, et un soir, il me propose de passer faire une soirée. Il sait que j'aime pas forcément les environnements où il y a trop de monde, donc il me propose une soirée très simple, à quatre, avec des gens de la classe que je connais et que j'apprécie. Et c'est un environnement où je peux me sentir en contrôle des choses parce qu'il n'y a pas trop de monde. Au bout d'un moment, je décide d'accepter, d'aller à une de ces soirées par curiosité. Je me demande pourquoi il est tant obsédé par le fait que je ne veuille pas lui parler. Donc j'arrive à cette fameuse soirée. En effet, c'est quelque chose de très simple. Il y a une fille, un garçon, Zach et moi. Voilà, vraiment, on parle des choses de la vie. J'ai pas envie de boire de l'alcool par peur de perdre le contrôle. Tout le monde est très détendu, on rigole, on s'amuse, on fume un peu. J'arrive vraiment à me détendre et je baisse un peu ma garde et je me dis que bah en fait finalement Zach est très cool, il est entouré de gens très bien. Je me suis peut-être fait des films. Finalement cette personne n'est pas si terrible que ça. La soirée suit son cours. Je commence à voir des choses un petit peu bizarres. Il y a ce garçon et cette fille qui se retrouvent par terre à faire des Lego et un puzzle. Et leur comportement est assez étrange. Ils rigolent beaucoup, ils prennent des Lego, ils explosent de rire. Je constate qu'ils n'ont pas bu forcément beaucoup d'alcool. Donc je me demande pourquoi ils se retrouvent dans cet état. Je comprends pas trop. Au bout de 30 minutes, 40 minutes à peu près, je commence à rentrer dans un état assez différent de ce que j'ai pu connaître. Je sens une certaine connexion avec Zach, je sens une certaine connexion avec le monde, et on commence à parler de sujets très personnels. Et on est vraiment coude contre coude à se regarder dans les yeux, et on parle d'une manière dont je n'ai jamais parlé avec personne. Je m'ouvre totalement à lui. Je baisse toutes mes gardes, j'en viens à lui confier des choses que je n'ai jamais racontées à personne. Les choses dont on discute, les conseils qu'il me donne, ce qu'il m'apporte dans notre discussion, ça crée des déclics en moi. Je suis quelqu'un de très timide, très réservé, j'ai peur des gens, je suis pas forcément à l'aise dans la vie. Zach me donne vraiment des solutions et des clés pour déverrouiller des parties de mon cerveau qui sont vraiment verrouillées.
Donc la soirée est géniale. Je passe une super soirée, je repars avec un sourire que j'ai pas eu depuis des années. Je suis vraiment enthousiaste à l'idée que on se développe ensemble et qu'on refasse des nouvelles soirées ensemble. Après cette discussion avec Zach, je commence vraiment à comprendre qu'il a des qualités humaines hors du commun. Je commence à comprendre qu'il s'intéresse réellement aux gens, qu'il aime les gens et qu'il est là pour les aider. Il a envie de partager, qu'il écoute de manière très attentive, où il va rentrer dans le détail de tout ce qu'on peut raconter. Une capacité d'analyse de nos émotions, de nos sentiments. Il arrive vraiment à rentrer dans la personne en profondeur et à la comprendre entièrement. Il y a un problème particulièrement que j'ai avec mon frère jumeau depuis toujours, et je demande à Zach s'il serait d'accord d'intervenir pour essayer de résoudre cette guerre froide, ce conflit intérieur. On décide de partir ensemble dans ma ville natale et de rencontrer du coup mon frère jumeau. Donc on se retrouve dans une soirée avec beaucoup de monde, on s'isole tous les trois pour discuter, et Zach va vraiment faire le rôle d'intermédiaire entre nous deux. Pendant une demi-heure, il va écouter chaque partie. Il va essayer de creuser les problèmes, pourquoi on s'en veut. Au bout d'une demi-heure, il décide, il nous regarde, il nous dit maintenant vous êtes prêts à discuter. Il se retire et il nous laisse discuter tous les deux. Cette soirée-là a été vraiment un déclic pour mon frère et moi où on décide de se reparler et de reconstruire notre relation de frères. On est en 3e année d'école. Tout le monde sait qu'on est devenus très proches. On est devenus limite fusionnels. Les gens le voient comme quelqu'un au final de très extravagant et ils le voient comme quelqu'un de manipulateur. Il décide de partir un jour avec la voiture d'un ami en week-end et il va en fait planter la voiture dans un fossé et détruire entièrement la voiture. Et il revient à l'école en racontant à tout le monde qu'il a croisé un sanglier, qu'il a dû freiner et qu'en fait il a eu un accident de voiture. Sa copine est aussi dans notre classe et va avoir une version totalement différente. Elle nous raconte que en fait ils se sont engueulés dans la voiture, qu'elle a tiré le frein à main de la voiture à pleine vitesse et que c'est à cause de ça qu'ils ont eu un accident. C'est la première fois que je vois Zach mentir. Je me demande si c'est réellement lui qui ment et je décide d'un peu l'ignorer et je me dis que voilà, il a préféré arranger la vérité et que c'est pas grave, ça arrive à tout le monde de mentir. On se retrouve de manière régulière, pratiquement tous les jours. On est sur son canapé, un soir assez classique. Il me regarde droit dans les yeux et il me dit j'ai quelque chose à t'avouer. Ça me terrorise, je me demande ce qu'il a à m'avouer. Je sens que c'est quelque chose de sérieux pour lui dans sa manière de parler. Normalement, il est tout le temps drôle, rigolo, il essaye toujours de faire une blague. Là, je comprends que c'est quelque chose de sérieux. Il me demande si je me souviens de cette première soirée qu'on a fait ensemble, où on avait énormément discuté. Je lui dis que bien sûr, je m'en souviens, c'est une soirée qui a été un déclic pour moi. Il me regarde droit dans les yeux et il me dit ce soir-là, tu n'étais pas dans ton état normal. Sur le moment, je comprends pas ce que ça veut dire. Je suis quelqu'un de très naïf. Je vois pas du tout ce que ça peut être. Il m'explique que s'il me raconte, potentiellement, il a peur qu'on perde notre amitié, il a peur qu'on perde tout ce qu'on a construit. Il en a discuté avec des amis à moi, et tout le monde a été affirmatif sur le fait que si j'apprends ce qu'il a fait, ça mettrait un terme à notre relation, et qu'il n'y aurait plus d'amitié. Il m'explique qu'il a beaucoup de remords, qu'il y pense tout le temps, et qu'il ne peut plus avancer sans me dire ce qu'il a fait, et qu'il a vraiment besoin de me le dire pour qu'on continue notre relation. Il me raconte que quand je suis parti aux toilettes, il a mis de la drogue dans mon verre. Je ne sais pas quel type de drogue c'était, mais en tout cas c'était une drogue qui permet aux gens de se détendre et d'être un petit peu en dehors de leur corps. Sur le moment, je suis choqué. Je comprends mieux pourquoi j'avais l'impression d'être en connexion avec le monde et pourquoi mon esprit avait fonctionné différemment. Je suis soulagé de comprendre ce qui s'était passé ce fameux soir-là. J'hésite sur la manière dont je dois réagir. Sur l'instant, je lui en veux parce qu'il m'a drogué à mon insu et je sais que c'est quelque chose de pas bien. Mais quand je le regarde et que je vois tout ce qu'il m'a apporté ces dernières années, je me dis que finalement, ça en valait peut-être la peine. C'est finalement moi qui le rassure et qui lui dit que notre amitié ne va pas s'arrêter là,
que c'est inacceptable ce qu'il a fait, et je sais qu'il en a conscience, donc je décide de ne pas enfoncer le clou. Il a avoué, il a confessé, et pour moi c'était déjà un premier pas en avant pour encore plus construire notre amitié. Je suis en 4e année d'études. Notre école nous propose de faire notre dernière année de master à l'étranger, à Los Angeles, en Californie. Et c'est une opportunité que je saisis. Je décide de partir vivre là-bas pour finir mon année de master. Pendant cette première année aux États-Unis, j'ai des contacts assez fréquents avec Zach. On s'appelle de manière régulière, mais on a un petit peu perdu le lien. En 2020, ça fait 2 ans que je suis aux États-Unis. Il y a le Covid qui nous touche fortement, comme partout dans le monde. Et le gouvernement décide de ne pas renouveler les visas de travail. Donc je dois quitter le pays et revenir en France. Je suis perdu, tant professionnellement que dans ma vie. J'ai fait des études pendant 5 ans dans l'hôtellerie. Je me rends compte que c'est un domaine qui m'excite peut-être pas tant que ça. C'est un domaine dans lequel je ne me vois pas continuer toute ma vie. Je me pose beaucoup de questions, je suis toujours perdu. Et je reçois un appel de Zach. Il me raconte qu'il est maintenant en Thaïlande, qu'il a monté une entreprise de BTP et qu'il travaille dans l'import-export. Il me fait vite comprendre qu'il est entouré de personnes très puissantes en Thaïlande, notamment des personnes de la famille royale thaïlandaise. Il me raconte qu'il est vraiment dans un milieu très prisé, très élitiste, et qu'il est très fier d'avoir réussi à l'intégrer. Il me raconte qu'il y a potentiellement une place pour moi, qu'il a son entreprise de BTP qui recherche quelqu'un pour développer le marketing. Il me propose tout de suite un salaire assez mirobolant à 5 000 $ par mois, une voiture de fonction. Il me raconte qu'il vit dans un penthouse à Bangkok, un des plus beaux penthouses de la ville au dernier étage, avec une piscine à débordement, et qu'il y a une place aussi pour m'héberger dans ce penthouse. Je vois une opportunité, je comprends qu'il se passe quelque chose et que c'est peut-être la chance de ma vie. J'hésite pendant quelques mois, j'en parle à ma famille, mais je connais le potentiel de Zach et je me dis que c'est pas impossible qu'il ait réussi aussi vite et à ce point. Mes amis me découragent de le faire, ils me disent que c'est assez risqué, donc j'ai peu de gens qui me soutiennent sur ce projet. Mais mes parents sont assez cool avec moi et me disent si c'est ce que tu veux, tu le fais et on te soutient. En mai 2021, je prends la décision de partir. Je prends la décision de le rejoindre. J'appelle Zach et je lui dis voilà, j'ai pris mes billets d'avion. J'arrive en Thaïlande en juin 2021. On arrive et à l'aéroport, on est tout de suite mis sous des combinaisons. On est tout de suite isolé individuellement et c'est quelque chose qui est très très pris au sérieux par rapport à la France. On nous oblige à un confinement minimum de 14 jours dans un hôtel, seul. Donc je pars dans un hôtel dans Bangkok et je me retrouve dans cette chambre d'hôtel qui est complètement fermée. Il y a des fenêtres mais elles peuvent pas s'ouvrir et on nous explique que pendant 14 jours, on a interdiction de sortir de la chambre. J'ai pas imaginé les choses comme ça. Je me dis que 14 jours, ça va être très long. Tout de suite, j'appelle Zach pour lui exprimer un peu mes inquiétudes mais il m'explique que on va réussir à s'occuper, qu'il a déjà du travail pour moi et que le temps va passer très vite. Et après quelques jours, il me confie une première mission. Ma mission, c'est de trouver des investisseurs pour financer une ferme de panneaux solaires en Espagne. Sur le moment, je ne comprends pas du tout ce qu'il m'explique. Je lui demande de détailler. Il me dit que c'est la Thaïlande, qu'il y a besoin de faire rentrer de l'argent dans le pays, aussi d'en faire sortir. Et il commence à m'expliquer un petit peu les rouages de ce qu'il fait réellement. Moi, je lui explique que je suis venu pour faire du marketing, que le deal, c'était pas que je trouve des investisseurs, et qu'en plus, je n'ai personne à lui proposer, et je ne réponds même pas à sa demande de travail. Après 14 jours de confinement qui ont été très longs, je sors enfin de l'hôtel. C'est un soulagement, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle vie qui commence pour moi. Zach a 1 heure de retard, très habituel, j'attends tout seul dans la rue. Il m'avait parlé d'un fameux 4x4 qu'il avait en sa possession et qui serait ma voiture de fonction. Et je me demande si ce 4x4 existe réellement. Zach arrive au loin et j'aperçois ce fameux 4x4. On décide de prendre la route pour le sud de la Thaïlande
pour aller visiter son entreprise de BTP. Donc on roule plusieurs heures. On s'est pas vu depuis plusieurs années maintenant. On a beaucoup de choses à se raconter. On arrive dans cette entreprise. Je suis accueilli un peu comme un messie. Voilà, j'arrive. Il y a beaucoup de gens pour m'accueillir, pour me serrer la main. Sur le moment, je ne comprends pas trop parce que je comprends pas pourquoi ils réagissent à ce point-là pour quelqu'un qui va venir faire du marketing dans leur entreprise. Je trouve ça très chaleureux et je me dis que c'est très certainement l'hospitalité thaïlandaise. Donc tout le monde est très enthousiaste à mon arrivée. On se dirige vers une salle de réunion où on est entouré des dirigeants de l'entreprise. On est entouré aussi de frères jumeaux qui, je le comprends, sont issus de la famille royale thaïlandaise, qui sont très importants. On décide de lancer cette réunion et très rapidement, ils viennent à me présenter des projets immobiliers. Donc on parle de très gros projets à plusieurs centaines de millions de dollars, voire un projet à 1 milliard de dollars pour un aéroport. Et à la fin de leur présentation, ils m'exposent les montants dont ils ont besoin pour réaliser ces projets. Donc tout de suite, je comprends qu'ils sont là en fait pour me demander de l'argent et me demander des investisseurs. Sur le moment, je suis tellement tétanisé que je ne parle pas du tout. Zach prend vite le relais et parle à ma place et il va expliquer que je connais des investisseurs en France, que je connais la famille Rothschild. Il explique que je viens de Bordeaux, que je connais des grosses familles là-bas et que c'est des familles qui ont beaucoup d'argent à investir et que je vais les accompagner pour trouver des fonds en France et venir les investir en Thaïlande. Sur le moment, je suis tellement choqué de ce mensonge que je ne dis rien. On est entouré de plein de personnes, j'ai pas envie de mettre Zach mal à l'aise, j'ai pas envie de le contredire. Il m'explique que si on arrive à ramener des investisseurs, les commissions sont très élevées. On parle de commissions entre 1 million de dollars et 40 millions de dollars, que j'ai atterri dans un autre monde et qu'il y a beaucoup d'argent à se faire. Je me dis que ça peut aussi être la chance de ma vie. On décide d'aller passer une soirée avec les deux frères jumeaux dans une de leurs maisons à Bangkok. On arrive dans une très grosse villa avec des voitures de luxe, des Porsche, des Mercedes. C'est des musiciens, donc ils ont tout un mur entier avec des guitares d'une valeur inestimée. On a des discussions tournées très vers le business et vers l'argent. Ils me montrent également un portefeuille en crypto-monnaie et je comprends tout de suite que je ne suis pas chez n'importe qui, qu'il y a beaucoup d'argent en jeu et que Zach a en effet réussi à intégrer l'élite de la Thaïlande. On termine la soirée, il est très tard, je ne sais toujours pas où on dort, c'est quelque chose qui m'a pas du tout traversé l'esprit, et il m'explique qu'on va rentrer dormir chez sa copine parce que le penthouse est en travaux, que finalement il n'est pas prêt et qu'on ne peut pas y dormir. Donc on prend la voiture et on rentre dans le centre-ville de Bangkok et on arrive chez sa copine thaïlandaise dans un petit appartement d'une trentaine de mètres carrés. C'est vraiment un peu ridicule par rapport à la villa à laquelle on était 30 minutes plus tôt. Mais voilà, il m'explique avec beaucoup d'arguments que finalement le penthouse n'est toujours pas là, mais qu'il arrive, et que ce soir je vais devoir dormir sur le canapé, et que les prochains jours, il faudra que je trouve un logement pour me loger. Donc je n'ai pas de logement, je n'ai pas de penthouse, donc je décide de prendre un Airbnb pour une semaine. Tous les jours, je reviens chez Zach pour travailler. Le travail consiste en fait à être dans son appartement, à discuter de business, à discuter de projets. Et on passe beaucoup de temps dans cet appartement à pas faire grand-chose, si ce n'est que lui passe des coups de téléphone. Je me lance tout de suite dans la mission qui m'était attribuée, à savoir construire le site internet de l'entreprise. Je n'ai toujours pas signé de contrat de travail, je n'ai toujours pas de visa, je n'ai toujours pas le logement, et je commence un peu à être impatient et à me demander ce qui se passe. Un matin, on se rejoint pour aller rencontrer un potentiel partenaire de business. Du coup, on décide de prendre son 4x4, on descend dans le parking, on se rend compte qu'il n'y a pas la voiture. Il a l'air tout aussi surpris que moi. Je le regarde et je lui demande où est ce fameux 4x4. Et il m'explique que pendant la nuit, ses employés sont sûrement passés pour récupérer la voiture et qu'ils ne l'ont pas prévenu. Sur le moment, moi, ça me paraît très suspect. Je ne comprends pas son histoire et elle n'a pas de sens. Et je suis assez dubitatif sur la vérité.
Donc Zach évolue dans un milieu à Bangkok qui est très tourné vers le business, très élitiste. Et on a un endroit, un restaurant, où en fait toutes les personnes qui appartiennent à ce milieu se rejoignent pratiquement tous les soirs. J'ai la chance de l'accompagner. Je vois ça comme une chance parce que c'est des soirées auxquelles je n'aurais jamais pu participer en temps normal. Et on passe des soirées entières dans ce restaurant à faire la fête. Donc c'est des bouteilles de whisky, des bouteilles de champagne, des gros cigares. C'est vraiment un environnement que je connais pas du tout. J'y prends un peu goût. Un jour, pendant une soirée, on rencontre Adrien, qui est un Français, avec qui on sympathise très rapidement. Zach dit qu'il vient d'une ville où le rugby est très populaire et qu'il connaît un joueur de rugby très connu en France. Adrien le regarde et, de manière très naturelle, lui explique que en fait, c'est un de ses meilleurs amis et que la coïncidence est énorme et qu'il devrait l'appeler en FaceTime. Adrien sort son téléphone, ouvre FaceTime et il appelle ce fameux joueur de rugby. Ce joueur de rugby répond au téléphone et Zach prend le téléphone et commence à avoir une conversation avec lui. Zach ne reste pas dans le cercle, il décide de s'éloigner un petit peu pour avoir la conversation, mais on voit qu'il rit aux éclats, que ça dure à peu près 5 minutes. Zach raccroche et repasse le téléphone à Adrien. Sur le moment, moi je trouve ça génial. Je me dis que voilà, Zach connaît vraiment beaucoup de monde. La soirée se termine, on rentre dans la voiture et Zach me regarde, il me dit je ne connais pas du tout le joueur de rugby. Je le regarde de manière ébahie, je ne comprends pas pourquoi il me dit ça. Je lui dis mais tu l'as eu au téléphone, tu as eu une discussion avec lui, ça a bien existé. Et il m'explique que en fait, plus c'est gros, plus ça passe. Dans ma tête, je me dis mais c'est pas normal ce qu'il fait. Il vient de mentir de manière ouverte devant tout le monde. Et je me dis que c'est très fort parce que personne s'en est rendu compte et qu'il a très bien joué son jeu. Lors de ces soirées, Zach a une approche assez particulière. Il raconte qu'il est le neveu d'Emmanuel Macron. C'est quelque chose qui tout de suite intrigue les gens. On est avec des personnes qui sont multimillionnaires, voire même milliardaires, et tout de suite le pouvoir, c'est quelque chose qui les intrigue. Donc il raconte souvent ce mensonge. Une fois, une personne ne l'a pas cru et a demandé des preuves. Il faut savoir que son père est assez placé en politique pour connaître Emmanuel Macron. Il montre des photos où Emmanuel Macron est présent avec son père, lui est présent avec son père, mais à aucun moment lui et Emmanuel Macron sont ensemble. Il se justifie qu'il n'a pas de photos avec lui et Emmanuel Macron pour des raisons de sécurité, qu'il a uniquement des photos officielles qu'il peut montrer, que comme son père fait de la politique en France, lui il a eu le droit d'avoir des photos officielles à l'Élysée, mais qu'il ne montrerait pas de photos personnelles. C'est un argument en tout cas qui arrive à convaincre la personne avec qui il est en train de discuter. Et on sent dans ces moments-là que les conversations prennent une toute autre tournure et que Zach est vraiment pris au sérieux. Je suis en Thaïlande depuis maintenant plusieurs semaines. Je n'ai toujours pas vu le penthouse, je n'ai toujours pas de salaire ni de contrat de travail. Donc je suis vraiment dans un état d'hésitation totale. Il me fait croire tous les 2 jours, 3 jours qu'on va déménager dans le penthouse. Donc moi je prends des hôtels ou des Airbnb pour plusieurs jours. Donc voilà, je suis nomade. Je bouge d'hôtel en hôtel pendant plusieurs semaines. Mes économies baissent très rapidement également parce que les soirées qu'on fait avec Zach, à la fin, c'est moi qui les paye. Il m'explique par plusieurs raisons qu'il n'a plus de carte bancaire, qu'il n'a pas d'argent sur place, que quelqu'un va lui faire un gros virement très rapidement et qu'il va le pouvoir me rembourser. Sur le moment, on doit des sommes qui sont assez conséquentes, c'est des soirées entre 800 et 1500 euros. Donc il me demande constamment de l'argent. Je paye déjà toutes les soirées. Je me rends compte que c'est quelque chose qui ne suffit plus. Il me demande sciemment de lui faire un virement et de lui avancer de l'argent. Il m'explique qu'il est en train de faire un gros coup. Un gros coup dans le milieu, c'est réussir à faire une transaction entre 2 personnes. C'est à ce moment que je comprends qu'il est en fait broker. Et un broker va mettre 2 personnes en relation pour faire du business. Et lui, il va prendre sa commission. Sur le moment, je refuse de lui faire un virement. On est dans son appartement. Moi, je travaille sur le site internet de manière très calme. Et lui, il passe des coups de téléphone. Il raccroche d'un coup de téléphone et il m'explique qu'il y a un très gros coup à faire, mais qu'il faut aller très vite. Il me raconte qu'il y a un avion cargo dans un pays africain
à faire sortir, qui contient 100 millions de dollars, et qu'il faut réussir à trouver des personnes de confiance sur place qui vont gérer en fait la transaction. Le hasard fait que je me rends compte que la veille, j'ai vu une story avec deux amis à moi qui sont présents actuellement dans ce pays. Ils sont retenus par des militaires parce qu'ils sont suspectés d'avoir le Covid. Donc tout de suite, le projet prend une autre dimension pour moi puisque je décide de m'impliquer et de proposer en effet que mes amis récupèrent l'argent. Du coup, Zach m'explique qu'il a moyen de les faire sortir pour aller sécuriser la transaction et que tout le monde sera grassement rémunéré. J'appelle mes amis du coup qui me répondent et je leur explique le projet. Et ils me racontent que c'est totalement délirant et que je suis totalement fou, quoi. Donc ils le refusent instantanément. Ils ont quand même un doute parce que les commissions dont on parle, c'est des dizaines de millions de dollars toujours, qui se disent ah voilà, ça pourrait quand même être intéressant. Mais ils reviennent très vite à la raison. Ils me font revenir à la raison et on décide de totalement arrêter ce projet temporaire. Ça fait un mois que je suis en Thaïlande et j'ai beaucoup de doutes sur Zach. Je pense à faire une confrontation avec lui. Un soir, on est dans un restaurant et je décide de lui parler du fameux penthouse. C'est un logement qu'il m'a promis depuis le début et je suis quasiment sûr que c'est un mensonge. Je lui explique que je pense que ce penthouse n'existe pas et qu'il n'a jamais existé. Zach réagit de manière très violente. Il me regarde et il me dit mais pour qui tu me prends? Est-ce que tu penses que je suis un menteur? Ne fous pas tout en l'air, vraiment, commence pas à insinuer ce genre de choses. Je suis assez choqué parce que Zach n'est jamais violent. Zach est toujours très passif, il est toujours dans le contrôle de lui-même. Donc sur le moment, je sens que je l'ai vraiment touché en plein cœur. Et Zach me regarde et me dit tu veux le voir le penthouse? Je lui réponds oui, je veux le voir le penthouse. Il me dit bah on y va. On est à quelques blocs du penthouse, donc on y va à pied. Et on arrive dans un bâtiment qui est énorme. On est accueilli par une hôtesse qui nous fait prendre l'ascenseur et qui nous dit ah ben bienvenue monsieur Zach, votre penthouse est toujours en travaux, mais il n'y a pas de souci, on peut aller le visiter. Là sur le moment, je me sens très con parce que je me dis que il raconte la vérité et que le penthouse existe vraiment. Et on monte du coup plus de 30 étages dans un ascenseur. Sur le moment, c'est très long parce que je sens Zach qui me regarde avec un petit sourire. Et on arrive en effet dans ce penthouse qui est magnifique, avec plusieurs centaines de mètres carrés, avec toute la vue sur Bangkok. Et on commence à se projeter dans l'appartement. Donc Zach ne m'en veut plus du tout de l'avoir soupçonné qu'il mentait. Au contraire, il devient très joyeux. Il m'explique qu'il a imaginé ma chambre ici, qu'on va pouvoir s'installer, que ça va être génial. Et en effet, le penthouse est en travaux. Donc tout ce qu'il avait raconté est vrai. Je pense enfin lui faire avouer que c'est un menteur, mais ça fait du coup l'effet contraire. Et moi, ça me renforce sur le fait que il ment peut-être parfois, mais que au fond, c'est une bonne personne et que on va faire des grandes choses ensemble. On sort pratiquement tous les soirs avec Zach. C'est des soirées qui sont très alcoolisées, qui coûtent très cher. On sort généralement tous les deux et sa copine nous rejoint parfois. Ce soir-là, on boit beaucoup d'alcool. La soirée coûte très cher. Et une fois de plus, au moment de payer, Zach ne peut pas payer. Et il explique qu'en fait, il n'a pas d'argent. Moi, je refuse concrètement de payer. Et l'autre personne qui était là, c'était la copine thaïlandaise de Zach. Sur le moment, elle paye et elle disparaît. Moi, ça m'inquiète un peu. Je décide de la chercher dans la rue et je l'aperçois au loin qui est assise sur un trottoir en pleurs. Je l'approche et je lui demande ce qui se passe, pourquoi elle est en pleurs et comment je peux l'aider. Et en fait, elle m'explique que Zach habite chez elle depuis plusieurs semaines et qu'elle lui paye tout depuis qu'il est arrivé chez elle, qu'il n'a pas déboursé un seul centime et qu'il lui promet de l'argent suite à un gros coup, mais que ce n'est toujours pas arrivé. Elle m'explique qu'il lui doit plusieurs dizaines de milliers d'euros. Zach a un niveau de vie qui est très élevé et qu'elle commence à ne plus avoir d'argent. Je comprends aussi que c'est son appartement, je comprends aussi que c'est sa voiture.
Je commence à comprendre que en fait, Zach n'a pas grand-chose. Pas de carte bancaire, pas de passeport, pas de visa, qu'il est vraiment en Thaïlande de manière illégale et que rien ne lui appartient. Tout de suite, je fais les comptes, je regarde combien je lui ai payé, combien je lui ai avancé d'argent, et je me rends compte que le montant commence à être très élevé. Sur le moment, je me sens très très mal. Je suis perdu. J'en parle pas à ma famille, j'en parle pas à mes amis, je me sens très seul. Et je me dis que je peux pas partir tout de suite parce que si je pars, je reverrai jamais l'argent qu'il me doit. Et je décide de continuer en faisant plus semblant pour essayer d'attendre le gros coup et de récupérer l'argent que je lui ai prêté et que je lui ai avancé. Ça fait 1 mois et demi que je suis arrivé. On boit des litres de whisky. Il est très tard dans la nuit. On est assis tous les deux. Et Zach me regarde dans les yeux et il me dit qu'il est très content pour moi parce qu'il a été en contact avec mon ex-copine et un ami d'enfance et qu'ils veulent m'envoyer un cadeau pour mon anniversaire. Il me raconte ça. Sur le moment, je trouve ça totalement improbable. Mon ex-copine, c'est quelqu'un à qui je n'ai pas parlé depuis des années. On n'a aucun contact. Et mon ami d'enfance, je le connais très bien également et je sais que c'est pas du tout son style de faire ça. Donc sur le moment, je sais qu'il ment, j'ai aucun doute, vraiment aucun doute. Et je me dis, je vais le prendre à son propre piège et je vais lui faire avouer enfin qu'il ment. J'essaye par plusieurs moyens et filouteries de essayer de lui faire comprendre que j'ai compris qu'il mentait, mais sans lui dire explicitement. Il n'en dément pas. Je me lève et je lui explique que voilà, je ne le crois pas du tout, qu'il est en train de me mentir et que j'en peux plus. Je décide de partir de la soirée et au moment de fermer la porte, il sort sa tête, il me regarde et il me dit voilà, si ton ex-copine et ton ami d'enfance dément les choses, c'est pour protéger notre secret. Donc jusqu'au bout, je me rends compte qu'il est capable de me mentir pour quelque chose de si futile. Je sors de cet appartement et il doit être 7 heures du matin. J'appelle à plusieurs reprises mon ami d'enfance pour qu'il me réponde, j'insiste, tellement qu'au bout d'un moment, il comprend qu'il y a un problème. Il répond et je lui pose la question est-ce que tu veux m'envoyer un cadeau pour mon anniversaire? Il me répond mais de quoi tu me parles? Et là, je fonds en larmes et je pleure pendant plus de 3 heures non-stop. Mon corps se vide de toutes mes émotions, de toute la frustration que j'ai depuis plusieurs semaines, de toutes les incertitudes que j'ai. C'est vraiment mon corps me lâche totalement et je me retrouve dans mon Airbnb comme je me suis jamais retrouvé auparavant. Je me sens nul, je me sens humilié, je me sens débile. Pour moi, c'est une descente aux enfers. Je repense à ma famille, à mes amis qui m'ont prévenu, tous ceux qui m'ont dit que je m'embarquais dans quelque chose d'instable. Mon monde entier s'écroule sur moi et m'écrase. Donc je reste dans cet état pendant plusieurs jours. Je ne réponds plus à Zach, il marcelle. Je reçois un appel inattendu d'Adrien. Adrien, c'est une personne qu'on avait rencontrée lors de nos soirées. Je suis apeuré parce que je sais que Adrien fait du business aussi en Thaïlande, que c'est quelqu'un d'assez important, et je me demande pourquoi cette personne m'appelle moi, tout seul dans mon lit en train de pleurer. Je décroche, et immédiatement Adrien me demande comment ça se passe avec Zach. Je me dis tout de suite, Zach l'a prévenu, et tout de suite je le confronte. Je me dis, voilà, je ne veux pas encore rentrer dans des mensonges. Je lui dis, je pense que tu m'appelles parce que Zach t'a missionné. Voilà, avec Zach, ça s'est très mal passé. Il me ment depuis le début. Et Adrien me coupe la parole et me répond justement, je t'appelle et tu vas peut-être comprendre des choses. Adrien m'explique tout de suite qu'il a des doutes sur Zach, qu'il a entendu des histoires sur lui qui sont pas claires du tout, et que quand il m'a rencontré à cette fameuse soirée, il a compris que j'étais perdu et que j'étais pas à ma place. Et il m'explique que il m'appelle en fait pour m'aider. Sur le moment, je lui réponds que je ne comprends pas pourquoi il fait ça pour moi, qu'on se doit rien, qu'on ne se connaît pas et qu'il n'y a aucune raison qui m'aide. Donc tout de suite, je le confronte et je lui dis voilà, je suis très méfiant. Il me rassure beaucoup. Il m'explique que voilà, il va pas me laisser tomber, mais il m'explique surtout que le milieu dans lequel je suis arrivé, c'est pas uniquement du business, c'est aussi lié à la mafia thaïlandaise.
et il me conseille de rapidement dégager, quoi. Je passe de je vis mal ma vie et je suis triste à je suis peut-être en danger, et les choses prennent une autre dimension où je me dis Zach et ton argent, on s'en fiche, il faut vraiment aussi que tu penses à toi et que tu te sortes de cette situation. Donc ma première réaction avec Adrien, c'est de lui dire mais voilà, je ne sais pas où aller, je ne sais pas quoi faire, je suis tout seul en Thaïlande. Adrien m'explique qu'il a une villa sur une petite île au large de la Thaïlande et qu'il est prêt à m'héberger, à m'accueillir le temps que je me remette de tout ce qui vient de se passer. Il m'explique également que dans 2 jours, l'île va se confiner et que je dois très rapidement rejoindre le dernier bateau qui part dans 24 heures. L'île est à plus de 12 heures de voiture de Bangkok et du coup la décision doit être immédiate dans les heures qui suivent. Là c'est très difficile pour moi parce que je suis perdu et je suis très partagé sur le fait de rejoindre un énième inconnu. Sur le moment je me dis que dans tous les cas je n'ai plus rien à perdre puisque j'ai déjà tout perdu et je décide de faire confiance à cette personne. On n'a pas le droit de voyager en Thaïlande, les régions sont confinées, il n'y a plus de train, il n'y a plus d'avion. Donc le seul moyen de transport, c'est la voiture. Et je me dis que je vais louer une voiture et que je vais réussir à passer, à traverser la Thaïlande en voiture en évitant les contrôles de police. Il faut aussi l'annoncer à Zach et je n'ai pas envie de le brusquer sur le moment parce qu'il me doit beaucoup d'argent et je veux pas rentrer en conflit avec lui. J'appelle Zach et je lui explique que je ne vais pas bien, que j'ai besoin de me ressourcer et que je vais partir en vacances sur une île. Je lui explique que j'ai besoin qu'il m'emmène à la station de location de voitures. J'ai aussi envie de le revoir une dernière fois pour lui faire comprendre qu'il me doit de l'argent. J'ai également une très grosse valise que je ne veux pas transporter avec moi parce que je sais que mon périple est très incertain. Sur le trajet, la voiture n'a pratiquement plus d'essence. On ne sait pas si on va pouvoir atteindre notre destination. Donc on s'arrête faire de l'essence. Il fait le plein de la voiture. Au moment de payer, il n'a bien sûr rien pour payer. Je le regarde, il me regarde. On comprend tous les deux que c'est moi qui dois payer une énième fois, même si je m'étais juré de plus le faire. On se regarde dans les yeux et à ce moment-là, je sais qu'il a tout compris et je vois que il me demande de l'argent sciemment et qu'il sait qu'il m'arnaque. Il y a une espèce de dernière connexion qui se fait entre nous qui est très forte et on se regarde et on rigole tous les deux. Moi je rigole par dépit et lui je pense qu'il rigole parce qu'il sait que il m'a encore pris de l'argent et qu'il a réussi son coup. Je vois qu'il comprend qu'il se passe quelque chose mais il n'arrive pas à cerner tout. Donc mon trajet se passe très bien. Les 12 heures de voiture semblent passer en 1 heure. Je me sens libéré. Je sens que je laisse tout derrière moi, que enfin je m'échappe de cette prison dorée. J'arrive sur cette île, je loue un petit scooter immédiatement et je rejoins Adrien et ses amis et ils m'envoient l'adresse d'un restaurant. J'arrive dans ce restaurant, je vois à la table une place vide avec un verre de vin, un poulet et des frites et je lui demande est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Et Adrien me regarde, il me dit non mais c'est ta place, bienvenue sur l'île, ça va aller. Et tout de suite, je m'assois et je mange, on passe un super repas. Et je me dis, mais c'est trop beau pour être vrai. Pourquoi, enfin, personne ne m'a jamais accueilli comme ça, et encore moins quelqu'un que je ne connais pas, quoi. Je me sens bien apaisé. Je suis méfiant, forcément, après ce qui m'est arrivé. Mais je me dis que la vie est bien faite et j'ai envie d'y croire. C'est quelqu'un qui a une vie assez luxueuse. On passe nos journées dans la piscine à boire du champagne, à boire des apéros. Il se prête vachement au jeu de comprendre et de décrypter tous les comportements de Zach. Adrien se renseigne, récupère des informations sur les différents mensonges qu'il a pu faire. Adrien a le rôle d'un papa, mais en même temps d'un copain. Les semaines passent. Avec Adrien, on a une stratégie, c'est de garder un contact avec Zach pour s'assurer qu'il me rende l'argent. Donc je reste plusieurs semaines dans cette villa et tout se passe bien, je me pose pas plus de questions, la vie est belle. On est un soir, on boit l'apéro et Adrien me regarde et il me dit écoute, cette villa ne va pas pouvoir durer éternellement. Tu vas pas pouvoir rester ici pour toujours. Il faut que tu aies un nouveau plan, il faut que tu avances.
J'explique à Adrien que je ne peux pas rentrer en France, que je ne sais pas quoi faire, j'ai pas envie de retrouver du travail. Donc voilà, Adrien me propose plein de solutions, on imagine plein de choses et je lui dis écoute, rien ne me convient, je ne sais pas quoi faire. Et Adrien me regarde et il me dit écoute, il y a une petite île qui existe à côté de l'île sur laquelle on est. C'est une île où en général les gens qui se sont perdus dans la vie se retrouvent là-bas et trouvent des réponses. Il m'en dit pas plus. Il me dit voilà, moi je te conseille d'aller sur cette petite île et tu trouveras les réponses et peut-être un sens. Comme il m'a aidé depuis le début, je n'hésite même pas, je le prends au mot et je lui dis bah écoute, demain matin je pars. Je prépare un petit sac à dos, je prends quelques affaires, vraiment pas grand-chose, et je prends un bateau et je rejoins cette île. Je décide de louer un scooter et ma première mission c'est de trouver un logement pour le soir. Donc je parcours un peu l'île, on est en plein Covid, il y a personne, et je tombe sur ce petit bungalow au bord de la plage à 50 dollars par mois. Paradisiaque, c'est vraiment un cabanon qui est très rustique. Je pense pas grand monde pourrait vivre dedans, mais moi dans la situation à laquelle je suis, je m'en fiche. J'ai juste besoin d'un endroit où je me sens en sécurité et bien. Je me sens bien parce que je me dis que même si je me perds pendant 3 ou 4 mois, à 50 dollars par mois, j'aurai pas de soucis financiers. Donc j'arrive à m'enlever ces problèmes financiers de la tête. Et je me dis, voilà, maintenant, tu te retrouves ici et pose-toi avec toi-même et réfléchis à tout ce qui vient de t'arriver et à la suite. Le séjour dure plusieurs semaines. Je me sens très bien, je me sens bizarrement en paix avec moi-même. Comme je suis perdu et que je ne sais pas ce que j'ai envie de faire dans la vie, j'essaye de revenir en arrière sur mes envies du lycée, de qui j'étais avant. Et je me souviens que j'avais toujours eu une passion pour l'informatique. De ce premier souvenir vient une nouvelle envie de se reconvertir et de devenir développeur en informatique. Donc je passe des journées entières à me renseigner sur le métier, à trouver des formations. On est 4 jours avant mon anniversaire. Ça fait déjà plusieurs mois que je suis en Thaïlande et je commence enfin à voir quelque chose qui se dessine et je commence enfin à voir le futur. J'appelle mon ami Adrien et je lui explique voilà, que j'ai un nouveau plan, que j'ai envie de le suivre et que je suis vraiment enthousiaste à l'idée de devenir développeur informatique et que pour ça, il faut que je rentre en France faire une formation. Adrien est super heureux pour moi et il me raconte que il y a deux types de personnes qui vont sur cette île. Il y a les gens perdus qui s'y perdent pour toujours et il y a les gens perdus qui trouvent un sens et qui arrivent à rebondir. Et il me dit qu'avec ses amis, ils ont tous parié que j'irai sur l'île et que je trouverai un sens. Donc ça me conforte encore plus dans l'idée qu'il y a des gens qui croient en moi et que je suis pas finalement juste un nul qui a raté son expérience en Thaïlande. Je rentre de cette petite île pour le voir. C'est le jour de mon anniversaire. On célèbre ensemble mon anniversaire. Il m'invite à faire une grosse soirée. Je suis vraiment sur un petit nuage et je décide le lendemain de partir symboliquement de l'île pour un nouveau départ et pour rentrer en France. Je rentre sur Bangkok, je fais un trajet en train qui dure plus de 14 heures. J'arrive à l'aéroport, j'ai une pensée pour Zach, je me dis qu'il faut que je le prévienne et je décide de l'appeler. Je lui explique que je suis à l'aéroport et que je rentre en France. Sur le moment, il explose de rire, il me croit pas du tout. Je lui explique que c'est sérieux, que j'en peux plus et que cette situation ne me convient pas du tout. Il est totalement choqué, il réagit mal. Il m'explique que je ne peux pas partir, qu'il y a des choses incroyables qui arrivent, qu'il va faire son gros coup et il me propose une somme d'argent énorme pour pouvoir rester à ses côtés en Thaïlande. Je lui explique que c'est pas l'argent que je veux, c'est une vraie vie. Et je suis choqué que même après tout ce que je lui ai raconté, tout ce que je lui ai dit, il ose encore me proposer de l'argent pour rester à ses côtés. Donc là, moi, ça met vraiment une fin dans ma tête et j'enterre Zach définitivement. Je garde en tête qu'il me doit de l'argent, mais je décide de penser à moi et à ma survie avant lui. J'arrive en France, je suis assez apeuré de ce qui va m'attendre. Je me sens pas de retourner dans ma famille tout de suite. Donc j'appelle un ami qui est sur Paris et je demande s'il peut m'héberger quelques jours, le temps de savoir ce que je fais. J'arrive à Paris,
Tous mes amis se sont réunis pour m'accueillir, donc je suis super bien reçu et je leur explique brièvement tout ce qui s'est passé. J'ai un premier ami qui me propose sa place dans un logement, dans une colocation sur Paris, et j'ai un autre ami qui me propose un travail dans un hôtel. Les choses se font très rapidement. Dans ma tête, à ce moment-là, je me dis que voilà, il faut rebondir vite et pas s'apitoyer sur son sort, que ce qui m'est arrivé, c'est triste et grave, mais que je vais m'en remettre et que je suis plus fort que ça. Et la vie reprend et suit son cours de manière très naturelle, comme si tout ça n'était jamais arrivé. Je garde contact avec Zach. Je lui envoie des messages régulièrement pour lui rappeler combien il me doit. Et on avait convenu d'un montant de 15 000 euros. Rien n'avait été signé, mais on avait un contrat moral. Et il m'a toujours dit qu'il s'engagerait à me rembourser dès qu'il a fait son gros coup. Pendant plusieurs mois, on discute avec Zach. Il me dit qu'il y a des virements qui sont en cours. Il me mène vraiment en bateau pendant des mois et des mois. Très naïvement, je continue d'y croire, mais Zach crée des mensonges toujours plus gros jusqu'à envoyer des fausses preuves de virement bancaire. Je me dis que cet argent, je ne le reverrai jamais et qu'il faut que je passe à autre chose si je veux avancer dans ma vie. Avec Adrien, on s'appelle régulièrement, on a toujours gardé contact. Il suit un petit peu mon avancée dans la vie et comment je m'en sors. On est devenus des très bons amis et c'est aussi un moyen pour moi d'avoir des informations sur Zach, puisque Adrien est toujours présent en Thaïlande. Adrien un jour m'appelle et m'explique que Zach n'est plus en Thaïlande, qu'en fait il a arnaqué beaucoup de personnes à Bangkok, que les gens ont commencé à se rendre compte que c'était un arnaqueur et qu'il avait fui la Thaïlande en laissant des dettes considérables derrière lui. Je suis assez surpris sur le moment. Zach ne m'a pas prévenu qu'il n'était plus en Thaïlande. Je lui envoie un message pour l'informer que je suis au courant et je lui demande s'il est revenu en France et dans quel pays il est et si on peut se rencontrer. Il m'explique qu'il est arrivé en Andorre parce qu'il est en train de faire un gros coup là-bas et qu'il va bientôt me rembourser et que ça serait une bonne occasion qu'on se voit en Andorre. Sur le moment, je regrette immédiatement de lui avoir proposé ça et je me rends compte que je n'ai pas du tout envie de le revoir. Et finalement, je décline sa proposition et je lui explique que juste un virement bancaire suffira très bien et qu'on n'a pas le besoin de se revoir et que je n'ai pas envie de le revoir physiquement après tout ce qu'il m'a fait. Pendant tous ces mois, je me pose la question régulièrement de savoir si je dois l'attaquer en justice, si je dois faire en sorte que ça s'arrête. Je me rends compte rapidement que mon combat, finalement, c'est pas récupérer mon argent, mais c'est aussi faire en sorte qu'il arrête de sévir. Un jour, je reçois un message d'un ancien ami de l'école qui lui aussi s'est fait arnaquer par Zach. Et on se rend compte qu'en fait, on est assez nombreux en France à s'être fait arnaquer. Tous les faits se sont déroulés en Thaïlande. Je n'ai aucune preuve sur le fait qu'il me doit de l'argent. Et donc je décide de uniquement supporter la cause et de pas l'attaquer en justice. Ça fait désormais 2 ans que je suis rentré en France. Je n'ai plus de nouvelles de Zach depuis plusieurs mois. Il me répond plus à mes demandes de virement. Je trouve ça assez suspect, mais d'un côté, je comprends qu'il ne me réponde pas. Un jour, je suis chez moi tranquillement et je reçois un coup de téléphone d'une des personnes qui s'est fait également arnaquer par Zach. C'est quelqu'un avec qui je suis fréquemment en contact, puisqu'il lui doit aussi beaucoup d'argent. Mais ce jour-là, l'appel est différent. Il m'explique que Zach a eu un grave accident de voiture en cabriolet, qu'il a fait des tonneaux. Il m'explique qu'il est potentiellement tétraplégique. Sur le moment, on n'y croit pas forcément trop. De son côté, lui, il habite dans la même ville que lui, donc il a la possibilité d'aller directement à l'hôpital. Moi, je décide de les appeler et de me faire passer pour quelqu'un de la famille, pour avoir des informations sur son état de santé. Je réussis à avoir le chirurgien qui s'occupe de Zach, qui m'explique qu'il n'est pas autorisé à donner des informations au téléphone, que dans tous les cas, ses parents viennent le voir tous les jours et qu'il est en service de réanimation. Je comprends que c'est réel, que c'est vrai. Moi, je décide à ce moment-là de faire une croix sur mon argent. Je lui envoie plus de messages. J'hésite à contacter sa famille, son frère, sa sœur, pour qu'il assume ses dettes. Mais je me dis qu'ils sont en train de vivre un moment terrible. C'est des gens que je connais, que j'apprécie et que j'affectionne. Et j'ai pas envie de leur faire vivre ça. Je me sens
Triste pour lui, mais je me sens aussi bien, parce que depuis des mois, nous, ce qu'on voulait réussir à faire, c'était l'arrêter. On voulait qu'il stoppe son massacre. Un an plus tard, je n'ai plus de nouvelles de Zach, je n'ai pas donné suite à mes demandes de remboursement, et ma vie a continué. Je reçois un matin un message de Zach, très long. J'ouvre ce message, et Zach m'explique qu'il ne peut plus vivre dans cet état, qu'il a décidé de procéder à une euthanasie en Suisse, qu'il va le faire très prochainement, et qu'avec l'argent de l'assurance vie, il va rembourser tout le monde. Sur le moment, je lui réponds un message chaleureux. Je veux pas l'enfoncer. Je lui explique que s'il le fait, c'est très courageux de sa part et que ça serait la plus belle chose qu'il puisse accomplir avant de partir. Voilà, je respecte sa décision, je le soutiens même et je lui dis que voilà, s'il ne se sent plus bien sur cette terre, que ça peut être une bonne solution. Je n'y crois pas du tout. Je trouve ça beaucoup trop gros. Je me dis qu'il a passé sa vie à mentir et que ce mensonge est vraiment le plus gros qu'il ait jamais fait. Je me dis quand même que dans l'état dans lequel il est, ça serait terrible qu'il arrive à mentir, encore une fois, surtout sur des sujets aussi graves. Je ne l'ai pas vu depuis qu'il est devenu tétraplégique. Je lui propose qu'on passe une dernière soirée ensemble avant qu'il fasse son euthanasie. Il m'explique qu'il serait content de me voir, mais qu'il ne se sent pas encore prêt et que il me recontactera une fois qu'il a la date de son euthanasie pour qu'on se fasse une dernière soirée. Il m'explique qu'il peut toujours boire de l'alcool et qu'on aura des bouteilles de whisky et que on va s'amuser. Donc ça me fait plaisir, on retrouve un petit peu une amitié qu'on a pu avoir avant à travers des messages. Quelques mois plus tard, en février 2025, je n'ai toujours pas de nouvelles de Zach. Je me dis que son histoire d'euthanasie était probablement fausse. Un soir, je suis chez moi et je reçois un coup de téléphone d'un ami commun et il m'annonce que Zach s'est fait euthanasier. Sur le moment, je n'y crois pas. Je trouve ça très bizarre. Je sais que c'est très compliqué de se faire euthanasier et qu'il y a des lois pour ça. Donc je me demande si c'est même possible. Cet ami est quelqu'un de très proche et il me garantit que c'est le cas et que c'est vraiment arrivé. Je me pose pas plus de questions que ça, je raccroche et je me sens totalement bizarre, je me sens étrange. C'est une nouvelle qui me perturbe au plus haut point, mais je continue de cuisiner naturellement et à un moment je me recule en arrière et je fonds en larmes et je tombe par terre et je me dis mais il l'a fait. Il a été jusqu'au bout de ce qu'il a dit. Sur le moment, je me sens aussi mal parce qu'on avait dit qu'on ferait une dernière soirée ensemble et il m'a pas prévenu. Cet ami m'explique que lui, il a reçu un message la veille, qui est un message très sobre. On a passé des bons moments ensemble, bonne continuation. Un message qui n'a aucun sens pour quelqu'un qui va se faire euthanasier. Mais il a prévenu voilà une personne dans son entourage. Je ne suis pas cette personne et sur le moment, je lui en veux un peu de pas m'avoir prévenu. J'aurais bien aimé être là pour l'accompagner dans ses derniers moments et vivre ça avec lui. Même si je lui en veux de tout ce qu'il a pu faire, je pense que quand on se retrouve sur un lit sans pouvoir bouger pendant plusieurs années, on est différent. Je décide de contacter sa famille pour savoir si je peux aller à l'enterrement et lui rendre un dernier hommage. Sa famille m'explique que c'est uniquement une cérémonie et un hommage, mais pas vraiment un enterrement. Le lendemain, je suis en réunion au travail. Je reçois une notification sur mon téléphone. Je la regarde immédiatement, parce que c'est une notification de ma banque. Et je vois sur cette notification, vous avez un nouveau virement de 12 000 euros. Donc, sur le moment, je suis très surpris, je me lève, je pars de la réunion et je sors dehors. Je me rends compte que c'est sa famille qui m'a fait un virement pour me rembourser des dettes. Je suis content d'avoir mené ce combat et de ne rien avoir lâché. J'appelle immédiatement un autre ami à moi à qui il devait de l'argent et qui lui aussi a reçu le montant qu'il devait. Donc sur le moment, je suis assez fier de Zach. Je me dis qu'il a été jusqu'au bout des choses, jusqu'au bout de ce qu'il avait dit. On a tous cru que c'était son plus gros mensonge et au final, il a réussi à partir en prouvant le contraire, que ce n'était pas qu'un menteur. Ça me rappelle sur le moment aussi tous les points positifs que Zach avait et tous les bons côtés de sa personnalité.
Je suis content d'un côté d'avoir vécu quelque chose d'aussi exceptionnel. Je me suis senti vivant pendant tous ces moments. Je suis reconnaissant d'une certaine manière à Zach de m'avoir fait vivre des choses exceptionnelles que je n'aurais jamais pu vivre sans lui. Et ça a vraiment permis de me construire. J'étais quelqu'un d'assez naïf, avec un regard un peu biaisé sur le monde. Donc d'une certaine manière, Zach m'a construit au travers de cette histoire. Aujourd'hui, je me sens bien. C'est quelque chose qui est derrière moi. Je me suis reconverti en tant que développeur informatique. C'était le rêve que j'avais eu quand j'étais sur cette petite île en Thaïlande. Aujourd'hui, ce que je pense de Zach, c'est que j'espère qu'il est parti d'une manière sereine. Je ne lui en veux plus. Je suis plutôt reconnaissant de tout ce qu'il m'a donné et ce qui a permis de faire la personne que je suis aujourd'hui. Vous venez d'écouter Transfert. Ce témoignage a été recueilli par Marie Agassan. Transfert est produit par Slate Podcast. Direction et production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargé de production, Astrid Verdun. Prise de son et montage, Mona Delahaye. Musique originale, Thomas Loupias. L'introduction est écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 3 fois par mois, Transfert donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.